Fabien Bressan, directeur de Robin des Villes, qui est une association bien connue qui intervient auprès des citoyens. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses de cette approche de l'individu et des efforts qu'on doit faire? Bonjour à tous. Je vais parler après des philosophes, ça va pas être super facile. Qu'est-ce que j'en pense de l'individu? Je reprendrai quelque chose qui vient d'être dit sur la question de la ville sensible. Je suis assez intéressé par le fait que on commence à dire qu'il y a de l'humain dans l'urbain. C'est, à mon avis, un petit peu tard, un petit peu dommage qu'on ne s'en soit pas rendu compte avant. Parce qu'effectivement, si je reprends un peu les valeurs qu'on essaye de défendre chez les Robins, on est reparti sur la question de l'usage, de l'habitant, du citoyen. Alors, je ne vais pas être trop académique sur la définition des termes, mais en tout cas, on se rend compte que dès qu'on est en ville, et notamment sur l'espace public, même si on est tous des individus, des singularités, etc., on s'attend toujours à faire du collectif, ne serait-ce qu'à rencontrer des gens. Je connais personne, quand il se balade sur un trottoir, qui se dit « c'est mon trottoir, je vais rencontrer personne ». Et du coup, pourquoi je parle de ça? Parce que je me dis que peut-être que l'espace urbain, et notamment les espaces publics ou collectifs, sont peut-être un lieu, un endroit où on peut peut-être retrouver de l'individu et du collectif, de l'action collective, et peut-être d'autres manières de faire la ville qui pourraient, pourquoi pas, aller vers des situations alternatives, ce qui peut aussi faire de l'innovation sur la manière de faire, d'inclure peut-être des corps de métier ou des domaines qui sont assez peu touchés, mais il y a beaucoup d'artistes qui sont intéressants à faire travailler en ville, alors pas que les sciences humaines, mais aussi s'ouvrir au monde des friches, par exemple, au monde alternatif, au monde de l'écologie, qui a pas mal d'idées là-dessus, et évidemment aux habitants. Et peut-être qu'en situation de crise où on a un peu moins d'argent, peut-être de faire autrement, ça peut être aussi une solution. Alors, je ne sais pas si 4/5 des services ou des agences d'urbanisme ne sont pas prêts à ça. Pourtant, je pourrais avoir un discours plus pessimiste, mais j'ai l'impression que quand même, on entend parler. Et je pense que c'est peut-être plus les élus qui vont être à convaincre, parce que peut-être qu'ils prennent ça comme une remise en cause un petit peu de leur pouvoir de décision. Or, il est peut-être plus intéressant qu'ils s'ouvrent aussi à d'autres avis que les leurs. Jean-Yves, tu voulais tout à l'heure prendre la parole, répondre un petit peu? Non, je me suis trompée. Pas forcément, non, c'est parce que l'autre Jean-Yves disait que les universitaires n'étaient pas soumis à des sanctions. C'est vrai qu'on n'est pas soumis à des sanctions économiques, tu as raison, mais on est soumis à des sanctions qui sont autrement plus drastiques, qui sont celles de la publication, et qui peuvent avoir à orienter non seulement ce que l'on dit, mais ce que l'on recherche. Et c'est peut-être là un des problèmes, c'est que les finalités par lesquelles on fait de la recherche, de la formation, elles sont sanctionnées. Et ces sanctions sont les fourches codines sous lesquelles il faut que nous passions. Et ça peut être un des malentendus sur les problèmes qu'il y a à faire passer les savoirs et les connaissances qui sont accumulées en recherche vers les praticiens. Et inversement, les praticiens peuvent avoir des finalités qui ne peuvent pas toujours dévoiler ni dire et qui font qu'on ne peut pas s'entendre sur les objets sur lesquels on a à parler en commun. Voilà. Ça va, oui. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? Moi, oui. Ah bah c'est bon. Bonjour, merci. Je suis Yanis Cosmas. Et je suis rattaché au laboratoire Triangle. Je suis un docteur du laboratoire Triangle. Puisque la question initiale était de réagir aux vidéos, je suis assez étonné par le propos de M. Stigler, qui considère que si les individus ne s'expriment pas, c'est qu'ils cèdent à une forme de lâcheté. Je me demande du coup si, faisons de la science-fiction, nous ne sommes pas dans je vais employer le mot de cité, sans conflit. Et ce serait peut-être pour cela que du coup que les individus seuls ou en groupe ne s'exprimeraient plus pour lutter pour quelque chose, pour un idéal. Et moi, ce qui m'intrigue dans une société hyper moderne, pour reprendre Lipovetsky, c'est que la société de consommation, plutôt la société de communication, permet
d'avoir accès à l'information sans forcément en débattre avec son voisin. Donc est-ce que ne serait pas apparue une société où le collectif est un courant d'une bande de poissons qui suivent le courant que leur offre l'information. Et cela vient bousculer la façon de concevoir la relation politique par adhésion à des propos énoncés par un homme politique ou des propositions faites par des services techniques, puisque du coup, comment arriver à comprendre un mouvement social quand il ne s'exprime pas d'une voix, il se matérialise par une somme de comportements similaires. Donc c'est la réaction que j'ai aux vidéos qui sont passées. Je constate aussi que, en effet, comme le disait le premier intervenant de ces vidéos, Gilles Lipovetsky, ma foi, il y a un engouement pour les mouvements associatifs en France, sans qu'il y ait derrière une idée revendicative. On a des exemples à Lyon avec le Jardin des Amarantes, récemment le Jardin des Pandards, de prise de possession de la terre en ville, ce qui interroge sur cette envie du citoyen de créer, si ce n'est de la ville, si ce n'est de la cité, du moins de créer quelque chose, de refabriquer par soi-même sans avoir tout de suite affaire aux services municipaux, aux services intercommunaux. L'exemple du Jardin des Amarantes étant très intéressant à ce propos, puisque suite à la création de ce jardin, le collectif s'est tourné vers la municipalité d'arrondissement, puis après vers l'intercommunalité pour savoir s'il pourrait devenir pérenne. Et c'est cette envie qui ensuite a été reformulée par des services d'architecture émanant des services publics. Voilà, donc c'est plutôt sur le circuit de remontée du désir des citoyens vers les personnes publiques, que ce soit donc les élus, leurs services ou les agences d'urbanisme qui sont un petit peu des lieux d'ébullition de la pensée, que je m'interroge sur cette... Du coup, l'individu n'est pas à proprement parler créateur de ville, mais c'est plutôt comment entendre son envie de créer au sein des cités telles que nous les connaissons. Voilà, je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a peut-être, je ne sais pas, un praticien d'agence qui veut réagir à cette question déjà, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement cette question de l'individuation, individualisation. Les deux mots sont utilisés dans la vidéo collective. Est-ce que dans les agences on se sent, ou dans l'institution d'une manière générale, est-ce qu'on se sent concerné? Est-ce que c'est notre problème? Est-ce que ça ne l'est pas? Et quid de l'écoute de ces expressions collectives qui peuvent remonter? Oui, je voudrais juste, Marion Boissel, agence d'urbanisme de Lyon, parler d'une petite expérience de démocratie participative, et c'est pas forcément un gros mot, et d'expliquer un peu, enfin en tout cas à mon sens, quelle est la frustration que peuvent avoir certains citoyens dans justement ces participations. C'est-à-dire qu'on met en place dans les conseils de quartier par exemple, des ateliers de participation du public des citoyens inscrits au conseil de quartier. Alors il n'y a déjà pas forcément beaucoup de monde, mais là où ça devient compliqué, c'est qu'on leur demande de s'exprimer par exemple sur les espaces publics du quartier, et en leur disant livrez-nous des propositions, lâchez-vous, dites-nous ce que vous voudriez voir à travers l'usage que vous en avez et l'expérience que vous avez de l'espace public. Et à la fin de ces ateliers, de ces démarches et de cette gamberge collective, quand c'est pris par le politique, donc quand ça remonte au niveau décisionnel, les frustrations arrivent parce qu'on se rend compte que face à tout un tas de réflexions communes ça prend, c'est-à-dire que la démarche prend, les gens réfléchissent, investissent, etc. Et à la fin, on passe, comme le dirait Jean-Yves Toussaint, aux fourches codines
du politique, et on s'aperçoit que sur 10% des propositions seront retenues parce qu'il y a l'injonction des finances. Donc la dualité, elle est là, c'est-à-dire qu'on est face à plein de bonnes intentions, plein de démarches qui naissent un peu partout, et que malheureusement, on est face aussi à des réalités financières, et à mon sens, c'est compliqué d'expliquer ça aux gens qui s'investissent, parce qu'ils ont l'impression, forcément, vu de leurs conseils de quartier, qui sont le centre des choses. Hein. Chaque individu est un peu le centre de son existence, et dans son conseil de quartier, on est un peu le centre de ses propres préoccupations. Et du coup, c'est compliqué de leur expliquer en bout de chaîne qu'il y a le PPI du Grand Lyon, et que le PPI du Grand Lyon, il va devoir donner des financements, mais pas que au conseil de quartier. Et du coup, les gens, ça génère des frustrations chez les citoyens investis, et c'est très complexe en fait à expliquer, et c'est très compliqué de rebondir derrière pour que les gens restent et leur faire comprendre que malheureusement on a fait beaucoup, mais ils ont beaucoup réfléchi, et qu'à la fin peut-être que pas grand-chose sera fait, quoi. Voilà. Et à mon sens, c'est là-dessus qu'il faudrait essayer de trouver des solutions. Des solutions, c'est prétentieux, parce que si on n'en a pas trouvé ici, en tout cas en 2015, derrière, il va falloir encore pas mal de réunions comme aujourd'hui, à mon avis. Mais voilà, en tout cas, cette dualité-là, elle est vraiment complexe, quoi. D'accord, merci Marion. Je pense que juste devant toi, tu as une spécialiste, donc effectivement Anaïs Laura, donc responsable de Lyon-Bron Open Lab. Voilà, tu veux réagir? Oui, je suis responsable. Maintenant, il y a à ma gauche, Annabelle qui est coordinatrice sur place. Moi, je suis la fondatrice de Creative Roots, qui est l'initiatrice de l'Open Lab. Creative Roots, on est basé au Danemark. On est une organisation composée d'une association et d'une entreprise qui travaillent justement sur la co-création de la ville par le projet, à travers des frictions humaines, d'une certaine manière, sur le terrain. Et donc en retour, déjà, je suis très agréablement surprise de la vidéo et de la qualité du débat. Je suis très positive, moi, pour l'avenir, en tout cas, parce que les questions sont les bonnes, parce que ici de pratique. Et c'est les mêmes qu'il y a au Danemark, point de vue aussi au niveau des villes. Comment mettre ça en place, ces nouvelles compétences, ces nouvelles habitudes, ces nouveaux états d'esprit d'intégrer l'humain dans les processus. Là, pour répondre directement, moi, comme conseil, alors, par rapport à la participation et ses frustrations, c'est dès le départ, en fait, mettre cartes sur table, dire que c'est expliquer dès le départ, en fait, qu'il n'y aura pas forcément le financement pour tout le monde, et peut-être partager cette co-responsabilité avec les gens qui participent en disant ok, on n'aura peut-être pas le financement pour tous les projets à travers le système normal, mais peut-être qu'à travers nos réseaux, tous ensemble, on peut les trouver de manière alternative, on peut faire avec moins, on peut les faire ensemble, faire ensemble à la main s'il faut y aller à la main pour les faire. Donc il y a énormément de possibilités d'améliorer les processus de participation. En sachant qu'en fait, vous aussi, ce que vous faites au niveau de l'Open Lab, c'est vous ne faites pas de la participation autour d'un projet, vous essayez d'animer, vous faites de la médiation. Ouais. Donc vous ne proposez pas des projets, vous ne faites pas de la participation proprement dite autour, de la concertation. Pour le moment, non. Bon, là, l'Open Lab, on est passé sur le site des Galeries Lafayette à Mermoz-Pinel. On a un agenda d'accompagnement de la transformation du site. Et on utilise des activités, différentes thématiques, des ateliers, des soirées d'apéro-action, pour, par le faire, créer le vivre ensemble, autour d'animations ludiques. Ce qui permet de sensibiliser et de partager des compétences, de permettre cet empowerment ou cette réalisation de soi des individus qui participent collectivement à un projet en vue d'un projet commun. Bref, parce que même si le développement de soi, en fait, passe, plus on se développe soi-même, plus on a envie de contribuer aussi à sa ville. Donc nous, en fait, Creative Roots se base sur je développe la ville tout en me développant moi-même à travers ces actions. Là, c'est d'ailleurs très particulier parce c'est des financements privés aussi. On a été contacté par Citynov, qui est la branche immobilière des Galeries Lafayette, pour accompagner le chantier de manière ludique et collective.
Mais ce qu'on développe nous, particulièrement avec au Danemark aussi, c'est comment amener cette activation urbaine et ce foisonnement jusqu'à la co-conception et la co-création et co-réalisation de projets. C'est vraiment une autre manière de voir la ville. On se focalise pas sur le projet final, mais sur le processus, mais bien sûr le processus, parce qu'il y a beaucoup de retombées, de liens sociaux, d'épanouissement, des changements de perception qui peuvent se faire au cours de la conception du projet, si dès le départ elle est faite de manière complètement ouverte. Alors ça peut être utopique comme ça, il y a beaucoup d'embûches sur le terrain. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne et qu'on enseigne, qu'on forme les gens à savoir gérer ces embûches, savoir être un peu entrepreneur dans OK, ce système traditionnel ne marche pas, ce politicien ne veut pas, je vais aller voir l'autre. C'est vraiment un état d'esprit qu'on essaye de nous partager internement dans nos équipes avec les participants. Et nos buts de nos interventions, c'est de leur faire le meilleur souvenir possible d'une action collaborative qui a un sens pour le quartier. Quand une personne ressort des animations, notre but, c'est qu'il soit heureux en sortant et qu'ils veulent revenir. Parce que voilà. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, dans chaque quartier, peut-être qu'on peut avoir immergé ces notions-là. Le concept du voilà. Je peux parler pendant des heures, il faut couper. Mais ce que juste, je voudrais souligner, là, tu passais un peu rapidement là-dessus, c'est qu'effectivement, votre action sur Bron, elle est financée par une filiale du groupe Galeries Lafayette. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est sur le territoire, enfin sur le parking, juste à côté d'un grand centre commercial, enfin Galeries Lafayette. Et donc, votre collectif, enfin votre action est financée par cette filiale Citinov du groupe Lafayette. Oui, donc c'est un autre point, c'est pas que avec l'argent public, et c'est pour ça que ça répond peut-être aux notions de il y a manque d'argent dans les collectivités. Ce n'est pas que avec le public qu'on fera la ville de demain, la ville régénérative et créative que l'on souhaite, où on s'épanouit tous, mais c'est en travaillant aussi avec le privé. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un directeur d'agence qui veut, quelqu'un d'une agence qui veut. Sinon, je vois pas où elle est, mais nous avons aussi parmi nous la directrice du CRDSU, donc Isabelle. Où est-ce qu'elle est, Isabelle ? Elle est là, voilà. Peut-être sur cette question de l'émergence de collectifs, de l'individuation collective, entre guillemets. Donc, CRDSU, tu peux en dire deux mots, je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse ici. Alors, bon, derrière ce sigle un peu barbare, CRDSU, il y a Centre de ressources pour le développement social urbain. En Rhône-Alpes, c'est donc un centre de ressources qui travaille avec et pour et aux côtés des acteurs qui conduisent des politiques publiques dans les quartiers populaires, les quartiers sensibles des différentes communes et agglomérations de Rhône-Alpes. Donc à ce titre-là, on est effectivement en échange quotidien et avec des élus, et avec des équipes, et avec des opérateurs, etc. Comment réagir un peu à chaud ? Moi, je suis assez frappée par le fait que dans la première partie de la discussion, là, on est en plein au milieu du sujet. On voit ce qui est en tension entre l'individu et le collectif, entre ce qui doit être ou peut être normé en tant que politique publique et qui est très, prévisionnel, etc. Donc, comment sortir de ça et aller parfois vers des modes plus alternatifs, ce qui a été évoqué à plusieurs reprises, plus aléatoires, en laissant de la place à du chemin faisant, à des parcours un peu itinérants, à des allers-retours. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi un débat sur comment être dans des choses qui sont le technique et le sensible. Bon, voilà, il y a plein de choses qui sont en tension comme ça. Et si je retiens une chose qui nous est particulièrement importante au CRDSU, c'est tout ce qui a pu être dit, notamment par Fabien et par l'intervenante sur la vidéo, sur comment être à l'écoute, tout simplement, peut-être davantage des personnes qui sont des individus, mais qui sont aussi dans la ville des citoyens, des habitants, des usagers, des consommateurs de la ville, des producteurs de la ville. Et là-dessus, il me semble, même si le débat n'est pas complètement nouveau, que du point de vue des politiques publiques, il y a quand même quelques marges de progrès, si on peut le dire comme ça. Donc cette question de la participation habitante, de la co-construction des politiques publiques, elle est à la fois assez ancienne, en tout cas dans l'environnement, on va dire, de la politique de la ville, mais elle revient un peu en force aujourd'hui et depuis quelques années dans les débats, et on sent qu'il y a peut-être une ouverture un peu plus importante de la part de l'ensemble des acteurs politiques et professionnels pour tenter des choses de ce point de vue qui seraient résolument nouvelles
et qui permettrait aussi de sortir de ce que vous disiez en tout début de propos, c'est-à-dire le fossé qu'il y a aujourd'hui avec d'un côté des habitants qui n'ont pas forcément tous la capacité d'être des individus dans la ville, pleins et entiers, qui ont encore moins la capacité du coup d'être dans des démarches collectives. Et puis la césure entre les citoyens et les politiques. Et là-dessus, il va falloir quand même expérimenter des choses un peu nouvelles pour aller vers des modes qui réconcilient un peu les uns et les autres, quoi. Donc là, on est sur un propos qui est plus politique. Et ce qui est super avec Open Lyon, Open Bron Lab, par exemple, ou avec d'autres, avec ce que fait Robin des Villes, c'est qu'on ose. On ose. Et moi, ce qui me fait plaisir, par exemple, dans ce que j'entends en ce moment quand on parle des projets de renouvellement urbain, c'est que sur une première génération de projets, on allait vers des choses qui étaient très normées, très prévues dans le temps, avec beaucoup de prévisions, etc. Et là, avec un peu de recul sur l'expérience, il y a certaines équipes qui osent dire aux élus notamment, faisons des choses, mais laissons un peu de place à l'aléatoire, à des processus essais-erreurs. N'imaginons pas de façon complètement pleine, entière, hyper construite, tous les aménagements d'espace public, etc. Laissons aussi de la place aux gens qui vivent là pour les construire avec nous et pour en prendre un peu possession. Et les deux exemples qui ont été cités sur le jardin d'Amarante et le jardin des Pandas sont tout à fait dans cette veine-là, quoi. Et je pense que ça interroge aussi les professionnels et les politiques dans leur capacité à lâcher prise un peu de temps en temps sur un certain nombre de choses, d'une part, et à être davantage en écoute de la parole habitante, citoyenne, usagère et tout ça. Alors, il y a juste une petite question, parce qu'il y a comment dire, il y a l'écoute, il y a la prise en compte, il y a la participation, la concertation, etc. Mais dans la vidéo, ils sont au moins deux, dans mon souvenir, à expliquer que pour, comment dire, face au phénomène de repli sur soi, face au phénomène des quartiers, je dirais, où il y a des tendances au rassemblement comme ça, ils disent en fait il faut plus il y a de repli sur soi et plus il faut permettre aux gens de s'individuer finalement, et plus il faut leur apporter du rêve. Donc moi j'avais une question, est-ce que enfin il faut leur permettre de rêver, évidemment pas leur apporter du rêve, mais leur permettre de rêver. Est-ce que dans les quartiers sensibles, comment on permet aux gens de rêver? Est-ce que le projet urbain fait encore rêver? Est-ce qu'il y a des choses qui se développent, D'un mot là-dessus, le projet urbain à lui seul, il ne fera jamais rêver grand monde, ni pour très longtemps. C'est-à-dire que si le projet urbain n'est pas arrimé à un projet social, économique, et il n'est pas plein d'autres dimensions, le rêve va vite tomber, quoi. Et d'ailleurs, on voit bien que dans les projets de renouvellement urbain, même s'il y a eu des choses très belles qui ont pu être conduites, là où on a eu une ambition seulement urbaine pour ces quartiers, eh bien, on peut dire que le bilan est pour le moins mitigé. Donc ça, c'est une première réponse. Après, moi, j'ai été assez sensible à ce que disait Madame Brugère, et qui, pour le coup, peut interroger les acteurs publics et la politique de la ville en particulier, c'est-à-dire qu'on a jusqu'alors beaucoup travaillé sur des approches collectives, y compris en termes d'accompagnement sur le développement social dans les quartiers, etc. Mais on s'est peut-être insuffisamment interrogé sur ce qu'elle évoquait, à savoir le fait que pour pouvoir être acteur en collectif, encore faut-il pouvoir être acteur et se sentir individu agissant soi-même. Et là-dessus, il me semble que effectivement, on a tous à réfléchir là-dessus pour voir comment travailler sur les deux bouts, quoi. En opposant pas collectif et individuel, mais en essayant de travailler vraiment sur les deux bouts de la chaîne. Et il y a un bout de la chaîne qui a été largement privilégié jusqu'alors, c'est quand même l'approche collective, qui nécessite d'être poursuivie, mais pas toute seule. C'est peut-être ce que cette dame met en évidence. Merci beaucoup, Isabelle. Donc on va terminer cette première séquence. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire un mot sur le sujet? Oui, Nicolas. Alors, vas-y, présente-toi du coup. Vas-y. Oui, merci Pascal. Nicolas Géraud, donc je suis référent innovation par les usages à l'ARDI Rhône-Alpes, l'agence régionale de développement de l'innovation. Et c'est un poste que
j'ai la chance d'occuper depuis bientôt 1 an et qui est, qui n'a pas vraiment d'homologue en France. Donc, vous le savez pas, moi je suis un petit peu une pièce rapportée par rapport à vous aujourd'hui. Je suis pas un spécialiste de l'urbanisme. Mais en gros, l'Europe a demandé aux régions d'affirmer des spécialisations dans le fléchage de dispositifs d'innovation en général. Et une des spécialités de Rhône-Alpes, c'est l'innovation par l'usage, donc l'association d'usagers à la fabrication d'innovation. Alors là où je suis bougrement intéressé aujourd'hui en venant, c'est plusieurs titres. D'abord, je prends comme, quand j'essaye d'expliquer ce que c'est l'innovation par les usages, je prends comme métaphore d'entrée une métaphore d'entrée d'urbaniste, en montrant une piste cyclable qui se trouve à l'entrée du campus de Grenoble. Et en fait, cette piste cyclable a été sûrement très très bien planifiée, à angle droit, tout va bien. Et à un moment donné, on voit qu'il y a une piste goudronnée qui en sort. Qui permet de couper. Et elle a été goudronnée, évidemment, en prolongeant des passages qui étaient faits un petit peu de façon sauvage, avec des vélos qui permettaient comme ça de couper sur un bout de friche urbaine. Donc ce que je trouve intéressant, c'est pour expliquer ce que c'est l'usage, c'est ça, c'est se rendre compte à un moment donné, quand on fabrique de l'innovation ou un programme urbain, que des usagers ont des intentions tactiques qui sont différentes des intentions, des lectures tactiques plutôt, là en l'occurrence de la ville, qui sont systématiquement un petit peu différentes de ce qui avait été planifié par les stratèges de la fabrication de l'innovation. Et ce qui est vrai avec cet exemple digne d'un conseiller d'orientation de collège, mais en tout cas ça marche, ce qui était vrai pour la fabrication de la ville, ça l'est aussi dans la fabrication de l'innovation en général. Et du coup, ce qui m'intéresse, deuxième message, c'est au moment où on essaye d'insuffler une culture de la prise en compte des usagers à différentes personnes, c'est de fabriquer comme ça des passerelles entre des disciplines qui ne se parlent pas nécessairement, que ce soit en praticien ou en universitaire, c'est même pas tellement l'enjeu. Dans le problème, c'est de mettre autour de la table des ergonomes, des sémioticiens, des qualiticiens, des gens qui font du CK, des tas de disciplines. En fait, il y en a une bonne vingtaine qui toutes ont un petit bout d'expertise très très forte sur comment est-ce qu'on écoute les gens. Et c'est à ça que je voulais en venir en entendant une bonne partie des témoignages aujourd'hui. Je trouve extrêmement contemporain vraiment le sujet et le fait de, finalement en sophiste, dans le bon sens du terme, de remettre la question de l'individu au centre du sujet avant de spéculer sur ce qui pourrait être fait collectivement et des lourdeurs et des implications épistémologiques qui sont derrière. Mais bon, bref, c'est un très bon point de départ. Je voudrais juste rajouter peut-être, entrouvrir la porte, et puis j'arrête là sur c'est pas des angles morts, mais deux choses qui m'intéressent aussi bougrement. C'est d'abord la question du storytelling et l'importance du storytelling dans ce qu'on va faire pour solliciter les gens et pour les rencontrer. C'est-à-dire que non seulement il faut qu'ils écrivent leur histoire, et c'est déjà une forme d'empowerment, je dirais, suffisante, mais en plus il faut qu'on soit capable de leur en raconter, et il y a comme ça une espèce d'itération narrative. Alors je savais pas que Rosan Vallon avait travaillé là-dessus, je vais me jeter là-dessus en sortant, si je trouve les références. Et l'autre point qui me semble aussi à lui seul suffisant et extrêmement motivant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec qu'on peut faire aujourd'hui avec certaines familles de technologies qu'on ne pouvait pas faire hier. Et notamment dans ce que j'appelle l'analyse des traces, finalement, de ce que sont des comportements de rapport à la ville, collectifs. Parce que je pense que c'est une bonne façon, pour faire très court, et je pense que c'est une très bonne façon de déplacer le problème de la sociologie et de la représentation de la participation citoyenne. Faire venir des gens, ça coûte très cher. Savoir observer les traces de ce que font les gens vraiment, ça peut coûter un peu moins cher. Et dans tous les cas, il y aura toujours derrière une phase d'interprétation, d'enrichissement, de surqualification, et pour le coup, d'écriture avec des techniciens d'un projet qui sera un projet technique qui m'intéresse. Et si on fait que ça, et je comprends que c'est limitatif par rapport au sujet, fair enough, moi ça me va bien, quoi.